Alors la nouvelle carte nationale d'identité doit arriver cet été, mais est-elle suffisamment sécurisée? Son format sera semblable à celui d'une carte bancaire. Elle embarquera une puce électronique ainsi qu'un cachet numérique sous forme de QR code signé par l'État. A priori, voilà deux gages de sécurité dans un contexte où les enjeux sont majeurs, notamment dans la lutte contre le banditisme ou le terrorisme. Mais est-ce si sûr? On en débat avec Cosimo Prété. Vous avez travaillé au sein de la police scientifique comme spécialiste des empreintes digitales et de la fraude documentaire. Et aujourd'hui, vous êtes PDG fondateur de Crime Science Technology, si je le prononce à l'américaine, CST, mais c'est une entreprise française qui a notamment créé le premier plastique fiduciaire au monde permettant de fabriquer des documents d'identité sécurisés. Et nous avons avec nous en visio Marc Norlin, qui est directeur général et cofondateur d'Ariane Next, un des acteurs majeurs européens dans le domaine de l'identification numérique. Alors, on va commencer par vous, Cosimo Prété. Déjà, je voulais juste votre plastique fiduciaire. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est exactement? Oui, bien sûr. Très simplement, en fait, nous avons mis au point une technologie qui permet de sécuriser le matériau même qui compose notre carte d'identité. Un peu à l'image du papier à billets de banque, ce qui en fait quelque chose d'unique, qui est contrôlable à la fois à l'œil nu, avec un téléphone portable ou encore un petit matériel comme une lampe UV. Et ça, c'est vraiment unique au monde. Ça fait partie du top 50 mondial des innovations identifiées par l'OACI, l'instance qui valide le règlement européen qui sert à concevoir nos documents d'identité. Et alors donc, ce plastique, c'est pas celui qu'on retrouve dans la nouvelle carte nationale d'identité, la CNIE électronique. Malheureusement, à ce stade, non. Le plastique que l'on retrouve actuellement, c'est un plastique que vous pourriez très bien acheter sur Internet. Il n'a rien de sécurisé en soi. D'accord. Et donc, selon vous, cette nouvelle carte nationale d'identité n'est pas suffisamment sécurisée? Le constat que l'on fait aujourd'hui avec plusieurs experts, aussi bien de l'industrie que des forces de l'ordre, c'est qu'en quelque sorte, notre CNI est à l'image des documents qu'on faisait il y a de ça une dizaine d'années, comme notre permis de conduire ou notre titre de séjour. Or, on sait que ces documents aujourd'hui sont bien connus des faussaires. Il y a encore eu un communiqué de presse d'Europol l'année dernière qui expliquait que dans des officines clandestines, aussi bien en France mais aussi en Europe, qu'on retrouvait ces documents qui étaient contrefaits de toutes parts. Et c'est là ma plus grande inquiétude aujourd'hui. Et je pense que le plus bel exemple, c'est l'une de ces sécurités qui figure sur celui-ci, qui est une encre dite qui change de couleur, une encre optiquement variable. Vous et moi, nous pourrions très bien l'acheter dès aujourd'hui sur Alibaba. Et c'est extrêmement sur Alibaba, un sur site Alibaba. officiel. Oui, c'est extrêmement surprenant. Alors, on va donner la parole à Marc Norlin d'Ariane Next. Bonjour Marc Norlin. La nouvelle CNI, selon vous, alors, suffisamment ou pas suffisamment sécurisée? Alors, déjà, le premier constat qu'on peut faire, c'est que c'est un immense progrès par rapport aux documents qu'on a aujourd'hui. Donc, de toute façon, c'est déjà un grand pas en avant. Et effectivement, sur tout ce qui concerne la sécurité physique du titre, c'est-à-dire pour vous s'assurer que pendant une inspection rapide que le document est légitime, on aurait probablement pu faire un petit peu mieux, mais c'est déjà un titre qui est relativement moderne, je trouve, et qui embarque des innovations qui sont assez intéressantes. Alors, vous avez une puce, ça c'est extrêmement standard, c'est la même que celle que vous avez dans votre passeport aujourd'hui, qui va permettre à quelqu'un de vérifier votre titre dès lors qu'il est équipé d'un équipement de lecture de type NFC. Et ça peut se faire avec un téléphone portable. Donc ça va quand même doter les forces de l'ordre d'une capacité à vérifier votre titre d'identité de façon extrêmement rapide, de façon fiable, et sans avoir besoin de formation particulière des officiers de police sur le terrain, puisque c'est une lecture directe. D'accord ? Ensuite, pour tout ce qui est la vérification, je dirais à distance, ou à partir d'une image, ou à partir de ce type de choses-là, l'État a introduit un 2D doc, là, c'est-à-dire que ce petit code data matrix qui est au-dessus de la puce sur le verso de la carte, qui est une techno qu'on a développée avec la NTS il y a une dizaine d'années maintenant, donc qui finit par faire son chemin. Pour information, c'est la même que celle que vous trouvez sur la vignette critère de votre voiture ou sur les courriers qu'on vous envoie quand vous avez commis une infraction au code de la route. Et ça permet de sécuriser les données en tant que telles, c'est-à-dire pas le support, et je vais être d'accord avec votre invité, c'est-à-dire que sur la sécurisation du support en tant que tel, il aurait probablement été possible de faire quelque chose d'un petit peu plus robuste, même si c'est toujours des attaques qui,
toujours des sécurités qui ne durent qu'un certain temps. Par contre, sur la sécurisation des données, je pense qu'on a quelque chose qui est vraiment efficace aujourd'hui. Ça va être à peu près impossible, ça va être impossible de contrefaire une carte d'identité si on n'a pas eu accès au modèle spécifique de la carte en tant que telle. C'est-à-dire que si je veux faire une carte d'identité avec votre nom à vous, il faudra que j'ai eu accès à votre carte d'identité pour pouvoir faire un faux. Donc ça va réduire vraiment drastiquement les capacités des fraudeurs à faire des faux. C'est impossible de faire un document imaginaire. Cosimo Prete, vous êtes d'accord avec ça, qu'on renforce quand même l'intégrité de la CNI avec la nouvelle version qui va arriver cet été? Moi, je suis pas à l'aise sur la définition d'innovation. Si on regarde rapidement le document en l'état, déjà, les bords transparents qui sont proposés comme étant une innovation, ça date des années 2010. L'hologramme, il a une dizaine d'années également, même s'il y a une toute petite variante qui a été découpée, et cet hologramme, il a une dizaine d'années. L'encre, l'encre dite sécurisée, si on fait le constat ensemble, vous voyez cette encre qui est là, qu'on peut acheter sur Alibaba, tout simplement, elle a plus de 30 ans. Moi, je veux bien croire à l'innovation, mais aujourd'hui, quand je fais un constat, toutes ces sécurités sont très vieilles. Même également les éléments qui changent optiquement de forme, ils datent des années 2000. Le document en soi, il n'est pas vraiment innovant. Là où je rejoins Marc, en revanche, effectivement, c'est cette présence du cachet électronique visible, qui est une vraie révolution en soi. Mais aujourd'hui, quand on pense sécurité, on dit souvent que la sécurité globale d'un élément, c'est égal à son maillon le plus faible. Et aujourd'hui, le maillon le plus faible, il a plus de 30 ans. Et ce qui me surprend énormément, c'est qu'on a préféré recourir à une technologie qui a une trentaine d'années, à une technologie de la French Tech, qui bénéficie du label BPI Excellence, qui est dans le top 50 des innovations mondiales. Moi, j'ai envie de poser une question aujourd'hui à notre administration, et en particulier au président de la République. Aujourd'hui, on est une start-up nation, on se compare souvent à l'Israël ou à l'Allemagne. Eux, ils savent s'acheter en mettre en avant toutes leurs innovations, une alliance entre les grands donneurs d'ordre qui appartiennent à l'État et les start-up qui tirent tout le monde vers les hauts en termes de technologie. Comment peut-on préférer aux innovations made in France des technologies étrangères dont les entreprises ont, certaines d'entre elles, des procédures pour des pratiques un peu douteuses et dont les technologies ont plus d'une trentaine d'années? Voilà la question que je souhaiterais poser à notre président de la République et à notre administration. Bon, moi, je vais en poser une autre à Marc Norlin au sujet des informations qui sont contenues dans cette puce électronique. Ce sera l'image de 2 empreintes biométriques, des empreintes digitales, c'est tout, ou il y aura d'autres informations? Alors, ce qu'il y a dans la puce, c'est la même chose que ce qu'il y a dans la puce de votre passeport. D'accord? C'est-à-dire que c'est votre identité, votre adresse, votre photo, la même que celle qui est imprimée sur le document, et l'empreinte digitale de 2 de vos doigts. D'accord? Donc c'est ça, il n'y a rien qui change. Le contenu de la puce aujourd'hui, il est standardisé par l'OACI. D'accord? Donc c'est l'Organisation internationale de l'aviation civile. C'est ce qui fait de ce document un document de voyage. Vous savez qu'en Europe, on peut voyager avec juste une carte d'identité partout. Et c'était vraiment cette nouvelle carte d'identité, on l'a parce qu'il y a un règlement européen de juin 2019 qui impose à tous les États membres, avant le 2 août de cette année, de produire des documents d'identité qui sont plus sécurisés que ce qu'il y a aujourd'hui. Et typiquement, un passage aux frontières sécurisées, ça nécessite une puce au standard ICAO. Donc, et, et Donc c'est pas nouveau. c'est un rattrapage sur la CNI en fait, hein. On se met à jour Oui, c'est pour ça des que références de sécurité. Est-ce qu'il y a une prochaine étape selon vous, puisque vous êtes un spécialiste de l'identité numérique, pour aller encore plus loin dans cette carte nationale d'identité? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus intéressant? Alors, il y a, à partir de là où on est aujourd'hui, donc toutes les puces qui sont dans les documents d'identité électronique, c'est des puces multi-applicatives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a juste une seule application qui est déployée dedans, à ma connaissance en tout cas, mais il n'est pas impossible d'en déployer une deuxième qui pourrait faire autre chose. Et ce qu'on a dans plusieurs autres États européens, c'est une application qui vous permet de vous identifier avec un code PIN. D'accord? Donc ensuite, vous mettez votre carte dans un lecteur, vous tapez le code PIN et ça envoie votre identité. C'est-à-dire que ça vous permet de prouver qui vous êtes à distance. Ça, c'est une possibilité. C'est une possibilité d'évolution à partir de là où on en est. C'est-à-dire que soit il faudrait que les gens activent leur code PIN a posteriori maintenant, donc ça commence à devenir un petit peu compliqué en termes de procédure, puisqu'il faut être du coup sûr que c'est bien la bonne personne qui active son code PIN une fois qu'on lui a délivré le document d'identité.
Et ça pourrait être une direction. C'est probablement pas une idée géniale dans la mesure où la France a décidé que sa carte d'identité allait durer 10 ans, parce que la sécurité des composants cryptographiques qui sont dans les cartes, elle n'est pas de 10 ans. D'accord. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y aura des failles avant l'expiration du document et que l'identité numérique qui du coup serait portée par la carte, du coup deviendrait caduque. Voilà. Et ça peut lancer des procédures qui finissent par être extrêmement coûteux pour les États si vous êtes obligé de refaire les cartes d'identité de tout le monde parce que vous avez une faille dans un composant crypto. Hein. C'est pas de la science-fiction, c'est arrivé déjà plusieurs fois. L'autre solution, c'est de permettre de dériver des identités numériques à partir de cette carte, c'est-à-dire de mettre votre identité numérique dans votre téléphone et de la produire à partir de ce titre-là. Si vous avez vu ou entendu parler de l'application développée par la NTS qui s'appelle Alicem, ça peut être des applications de ce type-là, elles peuvent fonctionner et c'est probablement quelque chose de plus pérenne, c'est-à-dire que vous dérivez votre identité numérique à partir de votre carte d'identité actuelle. Et ma foi, s'il faut le refaire dans 2 ans, c'est pas si grave. De toute façon, vous allez changer de téléphone, donc vous le referez et c'est pas, ça fait pas une crise de sécurité à gérer. Pour vous, Cosimo Prete, quel serait le meilleur niveau de sécurité ? Moi, j'irais un petit peu plus loin dans la démonstration de marque que je rejoins. C'est pouvoir associer le digital et le physique, le numérique et le physique, si on veut être vraiment rigoureux. Aujourd'hui, l'ANSSI a lancé un appel. C'est le cas si on parle du téléphone, hein, le smartphone comme objet physique. C'est comme un objet physique, mais on peut aller même encore plus loin. Les éléments de sécurité qui sont embarqués, dits physiques, comme notre encre, notre hologramme, etc., on pourrait les associer à une authentification à distance. Je m'en explique. Notre technologie, par exemple, si elle est combinée au cachet électronique visible, qui est d'ailleurs dans sa première génération, la version dite 101 et non la version 105, qui est interopérable et universelle, il me semble, on peut très bien authentifier à la fois le cachet électronique visible et le support physiquement à distance pour dire qu'il est authentique. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Quand vous allez faire un contrôle à distance, vous allez dire « Ok, mon cachet électronique visible, il est authentique, il est mis sur un document. Oui. Mais est-ce que ce document est contrefait ?» Point d'interrogation. Alors que si on combine ce cachet électronique visible avec notre sécurité, on verra que le cachet, non seulement il est authentique, mais que le support aussi est authentique à distance. Et ça, c'est une première mondiale. Voilà. Là, on reste sur effectivement un document physique de type papier, plastique, traditionnel. Exactement. Et ça, selon vous, c'est pas déjà quelque chose sur lequel il faut passer. Cette version d'une identité numérique qu'on porterait sur nos appareils électroniques n'est pas plus proche de ce qu'on peut imaginer demain ? Il ne faut vraiment pas essayer d'opposer le numérique et le physique. C'est important, les deux doivent cohabiter. On l'a vu, hein, et moi, il y a un constat qui est très simple. Aujourd'hui, quand on fait que du physique ou que du digital, si on regarde le digital, des enfants de 14 ans aujourd'hui sont capables de pirater des avions. C'est accessible à tout le monde, alors que le physique, il y a un vrai savoir-faire manufacturier. Et c'est là où il faut réussir à tirer le meilleur des deux mondes. Il ne faut pas chercher à les opposer. Et c'est un axe de recherche qu'on doit privilégier aujourd'hui. Et ce qui est inquiétant, c'est quand on regarde le budget de la R&D qu'on accorde en nos innovations. La Cour des comptes pointait en 2015, dans ce rapport concernant l'imprimerie nationale, que notre budget en 2015, en termes de R&D, l'imprimerie était 8 fois inférieur à celui de l'Allemagne. C'est surprenant. On prend souvent l'Allemagne comme modèle ou encore l'Estonie. Regardez, ils ont plusieurs dizaines d'années d'avance sur nous. Le projet, il est connu depuis 2007, la CNI électronique. Mais que s'est-il passé entre-temps ? Il y a encore eu un rappel en 2018 avec Christine Hennion et Jean-Michel Mis, qui sont les rapporteurs de la version identité numérique. Ils ont encore tiré la sonnette d'alarme il y a quelques jours. Mais que fait la France ? Vraiment, je m'interroge. Et on a ce même type d'interrogation avec la nouvelle carte vitale. Hein. Les mêmes questions se posent. Juste pour terminer, Marc Norlin, donc on voit l'arrivée avec cette CNI du recueil des empreintes digitales sur une carte nationale qui, d'ailleurs, n'est pas obligatoire. Hein. On n'est pas tous obligés d'avoir une carte d'identité. Mais est-ce qu'on est vraiment obligé d'en passer par la biométrie pour sécuriser tous nos titres ? On dit qu'on va l'imposer dès l'âge de 13 ans. Dès l'âge de 13 ans, hein, les empreintes digitales. Tout à fait. On ne peut pas passer à côté de la biométrie aujourd'hui hein, pour identifier les gens de façon fiable. C'est vraiment quelque chose qui est incontournable. Aujourd'hui, les gens le font pour leur passeport, se posent pas vraiment de questions. Il faut vraiment voir la nouvelle carte d'identité comme un
un titre qui va être un titre de voyage, d'accord, qui va permettre aux gens de se déplacer. À partir du moment où on le considère comme étant un titre de voyage, on ne peut pas demander à ce qu'il soit moins sécurisé qu'un passeport et on ne peut pas demander à ce qu'il offre moins de capacité de contrôle au passage de frontières. Donc, je pense que la biométrie, c'est pas un problème. Le problème de la biométrie, c'est qui accède aux informations. Et aujourd'hui, les empreintes digitales qui sont dans la carte d'identité, de la même façon que les empreintes digitales qui sont dans le passeport, elles sont accessibles uniquement aux forces de l'ordre. C'est-à-dire que toutes les autres informations, techniquement, elles sont utilisables par n'importe qui est un lecteur. On peut extraire, si on a accès à votre titre, pas à distance bien sûr, je précise, il faut avoir accès à votre titre, mais si vous donnez votre carte d'identité à quelqu'un, il pourra extraire votre photo, votre nom, etc., mais qui sont des informations qui sont déjà imprimé sur le document. Par contre, il n'aura absolument pas accès à vos empreintes digitales. Il ne faut pas s'inquiéter. Bon, oui, il y a cet autre enjeu, effectivement, c'est de sécuriser le fichier TES. Alors, on a justement dans Smartech toutes les semaines ou presque une alerte cyber sur comment bien sécuriser nos données. On retrouve juste après la pause Damien Broquel qui va nous dire ce qu'il faut faire quand on est une entreprise et qu'on reçoit une alerte.